L'hémophilie est une maladie et son nom est composé de deux parties. Il y a la partie hémo et philie. Hémo veut dire sang et philie veut dire aimer. Aimer le sang. Pourquoi c'est nommé ainsi? Parce que ces patients saignent très facilement, c'est comme s'ils aimaient le sang. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils saignent? C'est en fait parce qu'au niveau de nos chromosomes X, nous avons au niveau de chaque chromosome X des gènes qui servent à coder pour les différents facteurs de coagulation, dont le 8 et le 9. La femme en a deux et l'homme il n'en a qu'un seul. Et donc s'il y a une anomalie au niveau de ces gènes chez l'homme, comme il n'a qu'un seul chromosome X, la maladie va apparaître chez lui, d'où les différents saignements que j'ai représentés ici. Par contre, la femme, même si elle a un des chromosomes X qu'elle a hérité à partir d'un de ses parents malades, ou bien qu'elle a eu une mutation de novo sur le chromosome X, elle n'aura pas de manifestation, car l'autre X est là pour compenser. La deuxième question à laquelle il faut répondre, c'est où est-ce qu'ils saignent ces patients hémophiles? Là, j'ai représenté un saignement au niveau de l'articulation et un autre au niveau des muscles. Ce sont en fait les deux localisations les plus fréquentes des saignements, car en profondeur, le diamètre des vaisseaux et la vitesse avec laquelle circule le sang fait que les plaquettes n'arrivent pas à elles seules à fermer les différentes brèches vasculaires qui se font en permanence dans notre corps, car rien qu'en bougeant, nous avons des micro-lésions au niveau des vaisseaux, et donc les facteurs de coagulation sont très importants pour l'hémostase des vaisseaux profonds. Et c'est pour ça que les manifestations, c'est surtout au niveau de ces localisations profondes justement. Donc si c'est au niveau du genou par exemple, le sang il est chaud, donc cette articulation elle sera chaude, le sang va dilater l'articulation, donc elle sera tuméfiée, elle sera grosse, et la présence de sang dans l'articulation va distendre la capsule articulaire, et donc ça va générer de la douleur, et cette douleur va entraîner une impotence fonctionnelle. Le patient aura du mal à utiliser son genou. Et bien sûr, les autres articulations souvent utilisées peuvent aussi être atteintes, comme la cheville, le coude et le poignet. Plus rarement d'autres articulations profondes. Le problème, c'est que la présence de ce sang au niveau de l'articulation et la stagnation dessus va entraîner une inflammation et une irritation de l'articulation qui, avec le temps, va détruire l'articulation et va générer une arthropathie. À présent, pour les hématomes ce sont ces saignements musculaires. Ils posent deux types de problèmes, déjà avec le pronostic vital et avec le pronostic fonctionnel. Pourquoi le pronostic vital? Parce que si ces hématomes sont importants, ils peuvent entraîner un choc hémorragique, peut-être mortel pour le patient. Et si c'est au niveau du plancher buccal par exemple, ça peut entraîner une asphyxie parce que ça va empêcher le flux d'air dans les voies aériennes supérieures. Ça engage aussi le pronostic fonctionnel, car si cet hématome se trouve au niveau de la loge de l'avant-bras, il peut y avoir un syndrome de Volkmann qui peut être irréversible avec les dommages nerveux. Pareil au niveau de la jambe. Et bien sûr, selon sa localisation, il peut entraîner une paralysie crurale, ou bien sciatique, ou bien du sciatique poplité externe. Et en fait, ces vaisseaux et ces nerfs sont atteints, que ce soit dans le syndrome de Volkmann ou bien dans les différentes paralysies, parce que les muscles sont résistants et forts, et donc ce n'est que les vaisseaux et les nerfs qui seront facilement comprimés par cet hématome. Donc à part les hémarthroses et les hématomes, il peut y avoir diverses autres localisations, moins fréquentes bien sûr, comme des hémorragies viscérales. Le patient peut pisser du sang ou bien avoir du sang dans les selles, ou bien même du sang au niveau de la plèvre ou bien péricarde, ou carrément une hémorragie intracérébrale, et là c'est super grave. Comme il peut y avoir des saignements cutanés de taille assez large. Pourquoi large? Parce que, c'est-à-dire si les brèches vasculaires sont de petite taille, elles seront fermées par les plaquettes. En revanche, ce sont des lésions de plus grande taille qui vont générer des ecchymoses qui ne peuvent pas être fermées par les plaquettes à elles seules et qui ont donc besoin de facteurs de coagulation. Donc vous l'aurez compris, un patient qui saigne beaucoup sans raison apparente nous fait penser à l'hémophilie. Mais comment s'en assurer? Pour ça, on va faire des tests d'hémostase qui vont tester à la fois les facteurs endogènes,
et dont le facteur 8 et 9 font partie, et les facteurs exogènes. Bien sûr, le TCA qui teste les facteurs endogènes, il sera anormal. Par contre, le temps de Quick va être normal. Et là, je vous invite à voir sur la playlist hématologie l'astuce pour se rappeler des facteurs endogènes et exogènes. Il ne suffit pas de savoir qu'il y a un déficit en ces facteurs, il faut aussi savoir c'est quel facteur qui est déficitaire. Est-ce que c'est le 8 ou bien c'est le 9? Parce que quand on va vouloir donner à le patient les facteurs, on ne va pas lui donner les deux, on va lui donner juste l'un des deux. Et donc il faudra savoir est-ce que c'est le 8 ou bien le 9. Si c'est le 8, on parlera alors d'hémophilie A. Si c'est le 9, on parle d'hémophilie B. Rappelez-vous que le 8 et le 9 se suivent comme le A et le B se suivent. Et là encore, c'est toujours insuffisant, il faut qu'on sache une troisième chose, c'est est-ce que le déficit est sévère ou pas. Car s'il est sévère, il faudra donner plus de ces facteurs pour compenser justement ce manque intense de facteurs. On parle d'hémophilie sévère si le taux d'un des facteurs est inférieur à 1%, et s'il est supérieur à 1%, ça peut aller de modéré jusqu'à légère. Pour le traitement, comme il y a une déficience en un des facteurs, ce sera de donner le facteur. En fait, il y a trois situations possibles selon si le patient il a des moyens ou pas. Malheureusement, c'est comme ça coûte très cher les facteurs. L'idéal, ce serait de lui donner ces facteurs à vie. Par contre, s'il a moins de moyens, dans ce cas, il peut recevoir les facteurs quand il a un saignement ou bien en prophylaxie avant un geste qui va faire saigner. Et le pire des cas, c'est que il n'y a pas de facteur disponible et donc on ne peut lui donner que du plasma d'un patient qui est sain, et celui-ci contient des facteurs mais en très petite quantité. Mais bon, ça peut quand même servir un petit peu. Si vous n'avez que ça sous la main, vous pouvez lui donner. Donc pour avoir une bonne prise en charge pour ces patients, il vaut mieux qu'ils aient une sorte de livret et de carnet d'hémophilie précisant le type d'hémophilie et la sévérité, comme ça on peut leur donner les facteurs de façon plus adaptée.